1902. Un homme arrive à Dodanès dans un village du nord-est du Maroc. Il descend de sa bête, il s'assoit, et à voix basse, il dit aux hommes autour de lui: Je suis le fils aîné de Moulay Hassan, le vrai héritier du trône, et je viens reprendre ce qui m'appartient. Ils auraient pu rire, ils auraient pu le chasser. Ils l'ont suivi. Pendant 7 ans, cet homme, un fils de personne né dans les montagnes de Zerhoun, a dirigé un contre-sultanat dans l'oriental, soit la région de l'est du pays. Il avait son propre gouvernement, sa propre armée, ses propres impôts. Des prières étaient dites en son nom dans les mosquées de Taza. Et le vrai sultan, lui, tremblait à Fès. Mais comment un homme sans nom, sans sang royal, sans armée, a-t-il réussi à faire trembler le Mkhzen pendant 7 ans? Je m'appelle Rimbour Semi, et aujourd'hui on n'est pas sur un crime. On est sur quelque chose de plus étrange encore. Soit l'histoire d'un homme qui a regardé le Maroc en train de s'effondrer et qui s'est dit: pourquoi pas moi? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Jileli Zarhouni, dit Bouhmara, dit le Roghi. Bienvenue dans Maroc d'ombre et de mystère. Jileli Ben Driss Zarhouni El Yousfi. Voilà son vrai nom, avant le surnom, avant la légende. Il naît vers 1860 dans les montagnes de Zarhoun, au nord de Meknès, une région de Zawiya, de saints enterrés, de mémoire longue. Sa famille est pauvre, les Ouled Abdo, une fraction de tribu que personne ne connaît, rien qui annoncerait la suite. Mais Jileli est intelligent, et quelqu'un quelque part le remarque. Il fait ses études coraniques, puis rejoint à Fès les Tloba Muhandissin, les étudiants ingénieurs de l'université. Certaines sources disent qu'il part ensuite se former en Algérie, peut-être à Paris, qu'il revient avec un diplôme de topographe de l'école des ponts et chaussées. Ce détail, on ne peut pas le confirmer avec certitude, mais ce qui est sûr, c'est qu'il finit secrétaire de la cour du sultan Moulay Hassan Ier. Il est à l'intérieur. Et l'intérieur, pour un homme comme lui, c'est une école. Il voit comment fonctionne le pouvoir de près, comment on parle au sultan, comment on rédige un décret, quels sont les sceaux, les formules, les codes qui font qu'un document est légitime ou non. Il apprend les noms des tribus, leurs rancœurs, leurs alliances. Il observe les princes, comment ils entrent dans une pièce, comment ils portent leur autorité, comment ils font taire une salle sans élever la voix. Il mémorise tout ça sans savoir encore pourquoi. Et puis, en 1894, Moulay Hassan Ier meurt. Jileli ne le sait pas encore, mais c'est là que tout commence pour lui. Le sultan meurt donc en campagne dans la plaine de Dadla. Son grand vizir, Bouahmed, décide de cacher sa mort pendant plusieurs jours, le temps de placer ses pions. Bouahmed ne veut pas que le fils aîné, Moulay Mohammed, monte sur le trône. Trop indépendant, trop difficile à contrôler. Il choisit le plus jeune, Moulay Abdelaziz, 14 ans. Un enfant sultan, avec un vizir qui gouverne dans l'ombre. Et Moulay Mohammed, le fils légitime, l'héritier naturel, est écarté, effacé, rangé dans un coin du palais comme un meuble qu'on ne sait plus où mettre. Jileli voit tout ça et il enregistre. Puis, Bouahmed emprisonne Jileli pour faux et usage de faux. Alors, les détails exacts restent flous, mais le fait est là. Il est emprisonné. L'homme qui connaissait le palais de l'intérieur se retrouve en cellule. En prison, il a le temps. Il n'y a que ça. Il a aussi la mémoire et de l'ambition. Et c'est là que naît l'idée qui va changer le cours de son destin. Une idée complètement folle. Jileli réfléchit beaucoup, et il pense à Moulay Mohammed qui a été effacé. Et il se dit que personne ne peut vraiment dire à quoi il ressemble ou qui il est vraiment. Personne dans les tribus du Nord-Est n'a jamais vu ce prince de ses propres yeux. Personne ne connaît son visage, sa voix, sa façon d'entrer dans une pièce. Mais lui, Jileli, il sait exactement comment un prince se comporte. Et petit à petit, un plan voit le jour. Jileli finit par sortir de prison. On ne sait pas exactement quand, on ne sait pas dans quel état. Ce qu'on sait, c'est ce qu'il fait ensuite. Il part vers l'Algérie et il se tient tranquille. Il observe, se tient au courant. Et puis, en 1902, il revient à Fès. Fès est en ébullition. Un missionnaire britannique vient d'être assassiné. Moulay Abdelaziz l'a fait tuer après l'avoir piégé hors d'un sanctuaire sacré. Une décision qui choque profondément la population. Et la rue est en colère. Jileli voit l'ouverture. Il se rend dans les montagnes de l'Oriental, et là, il commence à parler.
Il ne se présente pas immédiatement comme un prince. Il commence autrement. Il se comporte comme un homme de religion, un homme instruit, un homme qui connaît le Coran et les affaires du pays. Il voyage à dos d'ânesse, pas à cheval, pas en cortège. Il arrive dans les villages comme un homme ordinaire, comme quelqu'un du peuple. Et ça, c'est son premier coup de génie. Le sultan est loin, inaccessible, perché dans son palais de Fès, et Gilali, lui, arrive à pied dans la poussière avec sa bibliothèque sur le dos de sa bête. Il mange avec les gens, il écoute leurs plaintes, il parle de la trahison du pouvoir central, des Européens qui s'installent, de la religion qu'on abandonne. Et puis, à voix basse, il commence à glisser quelque chose. Il est Moulay Mohammed, le fils aîné de Moulay Hassan, le vrai héritier, écarté par Bahmed, caché, privé de son trône. Cette affirmation aurait pu être balayée en quelques secondes. Tout le monde savait que Moulay Mohammed existait, qu'il était en vie, sous la garde de son frère. Mais voilà ce que Gilali avait compris. Les tribus de l'Oriental, donc le nord-est du pays, n'avaient jamais vu Moulay Mohammed de leur vie. Ils connaissaient son nom, sa réputation, la dévotion que son père lui portait, mais pas son visage, pas sa voix, pas sa façon d'entrer dans une pièce. Et Gilali, lui, avait passé des années à observer comment les princes se comportaient, rappelez-vous. Comment ils parlaient, comment ils portaient leur autorité. Il n'usurpait pas seulement un nom, il interprétait un rôle qu'il avait étudié pendant des années depuis les coulisses. Et la rumeur commence à circuler. Dans les souks, dans les zaouïas, dans les campements tribaux, dans un pays sans presse, sans radio, une rumeur allant de bouche à oreille, bien placée, vaut une armée. L'historien C.R. Pennell raconte comment Bouhmara procédait. Il confiait son secret en aparté à quelques hommes de confiance dans chaque tribu et comptait sur eux pour propager discrètement la nouvelle. C'était une rumeur savamment cousue, tribu après tribu, et ça a marché. La rumeur fait son travail. Les tribus qui l'écoutent ne se contentent pas d'y croire, elles s'arment et viennent se ranger derrière lui. En quelques mois, Gilali n'est plus un homme qui parle dans les villages, il est à la tête de plusieurs milliers de combattants. Le 23 décembre 1902, les troupes de Moulay Abdelaziz affrontent Bouhmara à Linaouen. Bouhmara les bat. Et c'est pas anodin. C'est la première fois que l'armée du sultan rentre bredouille face à cet homme. Et dans ce genre d'histoire, une première victoire ne ressemble à rien d'autre qu'une première victoire et elle appelle la suivante. Les tribus affluent, les Riyata, les Hiyaina, les Tsoul, les Brans, les Mtsalsa, des noms qui représentent des milliers d'hommes des territoires entiers du nord et de l'est du Maroc. Bouhmara s'installe à Taza. Et il ne se comporte plus comme un rebelle qui campe dans la montagne. Il se comporte comme un sultan. Il a son propre mkhzen, son propre gouvernement. Il épouse des femmes issues des tribus qu'il rallie, scellant des alliances par le mariage comme le font les dynasties. Il réclame des impôts, il noue des contacts diplomatiques avec l'Empire ottoman. Et dans la grande mosquée de Taza, les imams disent la prière en son nom. Le gouverneur de la ville écrit au mkhzen central une lettre qui résume la situation mieux que n'importe quelle analyse. Si le sultan continue vers Marrakech, Bouhmara prendra Fès sans aucune difficulté, peut-être sans tirer un seul coup de feu. Moulay Abdelaziz panique. Il fait quelque chose de désespéré. Il fait sortir de prison le vrai Moulay Mohammed, son propre frère, et le montre en public. « Regardez, voilà le vrai prince. Votre sultan est un imposteur. » Les partisans de Bouhmara ne bougent pas. Certains disent que ce Moulay Mohammed exhibé est lui-même un faux. D'autres ont simplement choisi leur camp et n'ont aucune envie d'en changer. Parce que la vraie question n'était plus vraiment de savoir si Bouhmara était le vrai fils de Moulay Hassan. La vraie question était qui incarne mieux ce que le peuple veut entendre. Et sur ce terrain-là, le jeune sultan entouré d'anglais ne faisait pas le poids face à l'homme à l'ânesse qui parlait de dignité et de religion dans la langue des tribus. Pendant 6 ans, Bouhmara règne sur l'Oriental. 6 ans. C'était pas une rébellion éclair. C'est un contre-pouvoir réel, installé, fonctionnel. La légitimité, il l'avait prouvée. Elle vient pas du sang. Elle vient de ce que les gens choisissent de croire. Au sommet de sa puissance, Bouhmara fait quelque chose que personne ne lui pardonnera et qui va précipiter sa chute. Il cède des droits miniers aux Espagnols contre de l'or, des mines dans le Rif, des terres ancestrales, des terres que les tribus considéraient comme les leurs depuis des générations.
Et lui, le défenseur de la religion, le résistant aux puissances étrangères, vend l'accès à ses terres à l'Espagne. C'est la fissure. Les tribus qu'il avait suivies par fierté, par conviction que cet homme défendait quelque chose de vrai, se retournent contre lui. Pas toutes d'un coup, mais une après l'autre. Mais les unes après les autres, elles lâchent prise. Les alliances se défont, les hommes rentrent chez eux. Et pendant ce temps, un nouveau sultan monte. En janvier 1908, Moulay Abdelaziz abdique. Son frère, Moulay Hafid, prend le pouvoir. Moulay Hafid est différent, plus brutal, plus déterminé, et surtout soutenu activement par la France. Des munitions françaises, des officiers français qui encadrent son armée. L'étau commence à se refermer sur Bouhmara. Août 1909, son armée est décimée. Bouhmara fait une dernière chose qui dit beaucoup sur l'homme qu'il était, ou sur ce en quoi il croyait encore. Il se réfugie dans la mosquée de la Zawiya d'Al-Kawiya, un lieu saint, un lieu inviolable selon toutes les règles non écrites qui gouvernent la guerre au Maroc depuis des siècles. Personne n'attaque une Zawiya, c'est une ligne qu'on ne franchit pas. L'artillerie française bombarde la mosquée. Les murs s'effondrent. Bouhmara est capturé vivant. Et avec lui, 400 hommes, ses lieutenants, ses femmes également, ses enfants, ses derniers soldats. Ils sont enchaînés et la marche vers Fès commence. Sur les 400 prisonniers, seulement 160 arriveront vivants. Le 2 septembre 1909, à Fès, Jilali Ben Driss Zarhoni Yousfi est exécuté. Alors, les récits sur sa mort divergent, comme ils ont toujours divergé sur tout ce qui le concernait. Certains parlent d'un dépeçage public, d'une dépouille livrée aux fauves, puis brûlée à Bab el-Mahrouq. D'autres évoquent simplement une exécution par balle, une fosse anonyme, ce qui me semble quand même plus probable. La presse coloniale européenne brode ses propres versions spectaculaires, vendant l'image du barbare vaincu, à coups d'images dans les journaux de Bouhmara dévoré par les lions. Ce qui est certain, c'est qu'il est mort et que sa mort a été rendue publique. Alors, il y a un dernier récit qui circule, rapporté par un témoin proche du pacha chargé de l'exécution. La veille, des consuls européens avaient demandé la grâce de Bouhmara. Moulay Hafid ne pouvait ni accorder cette grâce, cela aurait été de montrer sa faiblesse face aux Européens, ni la refuser ouvertement sans heurter ces mêmes Européens. Alors, dans la nuit, avant l'arrivée des consuls, l'ordre fut donné discrètement, et tout fut réglé avant l'aube. Même dans sa mort, Bouhmara était un problème diplomatique. Il avait commencé comme un secret, murmuré dans les montagnes. Il finissait comme une affaire d'État, murmuré dans les sérails. Certains hommes ont ce talent-là. Il y a une question à laquelle je n'arrive pas à répondre après avoir plongé dans cette histoire. Pourquoi des milliers de personnes ont-elles suivi cet homme pendant 7 ans? Ce n'étaient pas des naïfs, ce n'étaient pas des gens qui n'avaient jamais vu le monde. C'étaient des chefs de tribus, des guerriers, des hommes qui savaient exactement ce qu'ils risquaient en se mettant en travers du mkhazen. Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles. Certains croyaient vraiment qu'il était le prince légitime. D'autres savaient peut-être ou se doutaient, mais trouvaient dans sa rébellion quelque chose qui valait la peine qu'on se batte. Un homme qui osait dire à voix haute ce que tout le monde pensait en silence. Un Maroc trahi par son pouvoir central, des terres qui partaient à l'étranger, une religion qu'on négociait contre des prêts bancaires. Bouhmara a donné à cette colère un visage et un nom. L'historien et sociologue Mustapha Saha écrit dans son livre Bouhmara, faux sultan et vrai rebelle quelque chose de juste sur lui. Il écrit « Il était à la fois imposteur, stratège et symptôme, le symptôme d'un système déjà si craquelé qu'un homme sans légitimité dynastique pouvait s'y installer et tenir pendant presque une décennie. » Mais ce qui m'arrête, c'est une contradiction. Moulay Hafid, celui qui l'a vaincu, a lui-même accédé au trône avec l'aide militaire et diplomatique de la France. 3 ans après l'exécution de Bouhmara, en 1912, il signait le traité du protectorat. Le Maroc passait sous contrôle français. Alors je me pose la question, qui était le plus légitime dans cette histoire? L'imposteur qui prêchait la résistance ou le sultan qui a livré le pays pour rester sultan? Alors j'ai pas la réponse et je ne suis pas sûre qu'il y en ait une propre. Ce que je sais, c'est que Bouhmara est dans les mémoires, dans les conversations, dans les histoires qu'on se raconte encore,
sur ce que c'est que le pouvoir, sur ce qu'un homme peut construire à partir de rien, sur la résistance et sur la rébellion. Il s'appelait Gilali, il est né dans les montagnes du Zorhon, fils de personne, et il a tenu un trône fantôme pendant 7 ans. C'est peut-être assez pour qu'on s'en souvienne. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a parlé, partagez-la. Le Maroc a une histoire dense, complexe, riche, pleine de personnages qu'on n'enseigne pas et qu'on oublie trop vite. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les ombres du Maroc. Prenez soin de vous.